Bonjour et bienvenue pour cette vidéo bilan sur Amphibia. Ouais, je vous fais vite le générique, j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Amphibia étant donc la dernière série Disney animée que j'ai découverte et qui ne m'a pas grandement plu. Désolé pour les fans, ceux qui ont suivi les réacs en détail doivent savoir que je me suis pas mal énervé à la découverte de cette série, en grande partie pour des problèmes qui, pour moi, sont vraiment illustratifs de tout ce qui me déplaît dans la nouvelle vague de séries animées familiales. Ces séries où on est obligé de faire les cons régulièrement en dépit du fait qu'on adore fourrer des enjeux importants, ce besoin de faire de l'humour excessif, bien lourd, avec énormément de dégueulasseries visuelles parce que c'est censé être de la grande écriture comique, ça passera jamais pour moi, et une façon de développer son univers à travers des aventures grossières qui ne vont pas dans le ton global du fil rouge. Même si le ton global, c'est pas celui du fil rouge, au bout du compte, c'est celui des remplissages, puisqu'il y a plus de remplissage que de vrais fils rouges. Même si, bon, je vais mettre un petit bémol là-dessus, j'ai décidé, quand je me suis lancé dans cette série, de faire un petit peu le topo de quels épisodes seraient vraiment totalement à éviter, totalement dispensables pour arriver à suivre cette série. Et au fur et à mesure des dernières saisons, il y a pas mal d'épisodes qui revenaient sur le tapis et qui prenaient une certaine importance. Ce qui veut dire que, en fin de compte, même s'il y a quand même une liste pas négligeable d'épisodes qui pour moi sont totalement à sauter sans que ça ne change absolument rien à votre découverte de la série, elle est loin d'être aussi grande que ce à quoi je m'attendais. Ça reste pas mal non plus, mais ça note pas le problème de ton en fait, parce que ça veut dire que on essaye de donner une signification aux pertes de temps. Seulement, étant donné que ces pertes de temps ont un ton gaguesque exagéré, ça n'aide pas au sérieux de ce qu'on veut raconter. Mais bon, c'est tellement récurrent ce truc, et au bout du compte ça va amener à une liste de défauts que vous avez déjà vu pas mal de fois avant. Bon, je me suis fait une liste qui est assez longue, mais je vais essayer de regrouper ça en thèmes assez clairs, de façon à ce que ce soit plus court. Alors en commençant par le premier problème important que j'ai, l'univers et le besoin maladif de référence. Les deux sont liés et les deux se cassent la gueule ensemble en fait. L'univers ne donne pas l'impression d'être très solide quand il ne forge pas quelque chose de réfléchi. Et cet univers donne plus l'impression de vouloir faire de la référence à travers un monde un petit peu de fantaisie que de vouloir faire un vrai monde créatif pensé dans sa logique. Et ce besoin de faire des références à la vie réelle, la vie très humaine, alors qu'on passe notre temps très majoritairement sur Amphibia, ça n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas à cimenter ça particulièrement, et ça rend cette découverte pas grandement méritoire en ce qui me concerne. Sans parler du visuel autour, du principe que tous les habitants de ce monde sont des amphibiens, et donc toutes les dégueulasseries qui vont avec. Mais en toute sincérité, je vais vraiment pas mettre ça dans les défauts principaux, même si j'aime vraiment pas cet humour-là, cet humour sur le dégueulasse, sur le visuel, qui m'irrite au plus haut point, parce que c'est vraiment très subjectif. Je sais que beaucoup de gens adorent ce genre de délire à la Bob l'éponge, pour moi c'est juste ridicule. Mais bon, on va dire que ça fait partie des problèmes de l'univers, ou du ton, puisqu'on va en parler maintenant. Second problème important, le souci de ton, et comment ça casse le fil rouge qu'on veut créer. Voilà, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je ne fais que me répéter. On n'est pas fichu d'être constant sur le ton qu'on se donne. Ce qui fait que une grosse majorité du temps, on a nos personnages qui réagissent comme si c'était un monde de cartoon, où on peut faire n'importe quoi, on peut étirer notre langue à des grandeurs complètement ridicules, on peut avoir des réactions ultra excessives, faire des grosses chutes sans que ça nous fasse rien, et ce genre de choses n'aide pas, tout simplement, hein, n'aide pas quand on veut dépeindre au centre de l'histoire, au centre de l'intrigue, des enjeux sérieux. Et ouais, ça aide vraiment pas, quand on a nos personnages qui font les gogoles, alors qu'il y a quelque chose de très sérieux qui se passe en même temps. Il y a des choses sérieuses à régler tout le temps et constamment dans cette série. Dès la saison 1, on met notre héroïne dans une situation un peu fâcheuse où elle doit essayer d'arranger beaucoup de choses. Et dès le début,
des excuses pour la faire des conneries. Et ne pas réfléchir à ce qui se passe, que ce soit elle ou les autres personnages. Et au fur et à mesure des saisons, il va y avoir ça, il va y avoir de plus en plus d'enjeux importants qui se mettront en place. Ça va jamais vraiment se calmer à ce niveau-là, mais ça n'empêchera pas notre groupe régulièrement de faire des conneries. Et ouais, ça aide pas du tout à les rendre attachants, hein, c'est clair et net, hein, ça aide pas du tout. Ce qui amène un sous-problème à ça que je me dois de pointer, le fétichisme de la destruction. Ce besoin régulier de rendre les personnages, nos héros centraux, destructeurs dans les environnements où ils se rendent régulièrement, et de traiter ça à la légère comme si c'était pas grave. Alors que ce sont les héros qui doivent sauver la situation et qu'à aucun moment on les reprendra particulièrement là-dessus. Ce qui, en toute sincérité, les rend antipathiques. À un degré assez fort, hein, vraiment assez fort. Hein. Ça, c'est vraiment pas génial. Et enfin, dernier détail négatif à pointer, le problème des règles qui changent. Cette espèce de continuité rétroactive, pas super bien pensée, et un tout petit peu incohérente à plusieurs moments. On crée de nouvelles règles, de nouvelles situations qu'on n'a pas réfléchi avant, en tout cas qui ne donnent clairement pas l'impression d'avoir été réfléchi avant au fur et à mesure, ce qui amène déjà des incohérences, des choses qui ne marchent clairement pas comme elles ont été présentées au départ. Il y a pas mal de cas où on se retrouve avec des espèces de règles qui sont un petit peu en contradiction, de situations qui sont en contradiction avec ce qu'on a mis avant, et pas mal de cas où on a quasiment du Deus Ex Machina. On a cette nouvelle règle qui sort de nulle part, cette nouvelle chose qu'on n'a pas mise en place avant, parce qu'on est mis dos au mur dans notre écriture, et on trouve une échappatoire en créant un élément qui sort de nulle part, qui va bien nous arranger. Ça arrive un peu souvent, notamment dans l'épisode de fin où c'était assez grossier. Il y a beaucoup d'éléments comme ça, qui aident pas vraiment, une fois de plus, la découverte de votre univers à bien marcher, et oui, à suivre de façon efficace, satisfaisante, ce que vous voulez raconter. J'ai essayé de résumer ça en 4 points principaux, les problèmes que j'ai avec cette série, mais il faut bien comprendre que c'était énervant à plusieurs points. Et c'est ces choses-là qui ont pas mal aidé à ne pas me faire apprécier les personnages. Donc ça n'est pas, il y a quelques points qui, c'est un petit peu cette série au-delà des pires merdes que j'ai jamais vues. Et le premier point, c'est un point que j'ai déjà pointé avant dans pas mal de ces séries, c'est l'ambition. C'est un truc quand même qu'il faut reconnaître à beaucoup de ces séries nouvelles vagues, séries animées de la nouvelle époque pour la famille, c'est qu'on essaye de plus en plus de créer des séries qui ont de l'ambition dans leurs enjeux, de montrer des conséquences graves, un développement de personnages qui a de l'impact et pas juste une excuse pour faire n'importe quoi. Et surtout des personnages qui changent un peu de situation, même si on se centre sans arrêt sur les 4 mêmes, ce qui est un petit peu chiant, mais bon. On essaye d'appuyer souvent qu'il y a des enjeux pas négligeables. C'est aussi ça qui rend le truc frustrant une fois de plus, parce que si c'était juste un délire pour faire des petits cartoons comme ça, à la limite, j'aurais dit ok, je passe mon chemin, j'ai rien à dire là-dessus. Mais étant donné que vous voulez avoir cette ambition, d'une part, ça vous élève un petit peu au-dessus de pas mal d'autres séries sur le principe, mais en même temps, ça donne des attentes plus fortes quant à comment écrire votre histoire. Et ouais, je pourrais jamais totalement relier ça à une série qui ose mettre en place des enjeux de cet acabit, des moments d'affrontement qui pèsent autant. C'est quelque chose qui a sa valeur, c'est sûr. Et en second bon point, je dirais le concept et une partie de son exécution. Il y a pas mal de moments autour de cette idée de 3 filles qui se retrouvent piégées dans un monde inconnu, qui ont leur force, leur valeur. Et à plusieurs moments, durant les quelques moments dispersés où on essaye d'appuyer cette situation avec nos 3 filles, leurs ambitions un petit peu différentes, leur façon différente d'aborder les choses et comment elles vivent à travers cette aventure, comment elles ont évolué de ça, c'est satisfaisant à plusieurs moments. Bizarrement,
c'est pas ce sur quoi on se centre majoritairement, mais quand on se centre là-dessus, lorsque on joue sur ce concept de fille normale, humaine, piégée dans un monde magique où elle doit un petit peu se débrouiller, c'est souvent assez prenant à suivre. Et c'est franchement dommage qu'on ne joue pas autant dessus, parce que je pense qu'il y avait moyen d'exploiter ça pour aller plus loin. Mais tel quel, je peux pas non plus nier ça. Voilà, on a 3 filles qui sont piégées sur un monde inconnu, qui doivent apprendre à évoluer de ça, à nouer des liens, à faire une petite introspection sur elles-mêmes, et à quelques reprises, ça le fait bien. Ça le fait bien. Et la conclusion qu'on fait autour d'elle à la fin rend la chose un petit peu méritante, donne un petit peu l'impression que au moins j'ai suivi quelque chose, j'ai suivi cette série pour un résultat qui a de la valeur. Donc je peux pas enlever ça. Le concept et les enjeux sont loin d'être anodins et aident un tout petit peu à élever la chose en une série qui est pas bien. Pour moi, je suis désolé, les enjeux ça va au bout d'un moment, mais si on sait pas bien les gérer, les ambitions qu'on a, et même le concept, ça suffit pas à rendre votre série automatiquement géniale pour moi. Je trouve que l'exécution globale, ce qu'on a majoritairement dans cette série, est beaucoup trop grossier et irritant pour valoir à cette série d'être bien. Hein, pour moi, elle vaut pas la moyenne, quoi. C'est genre 9, 9,5 sur 10 sur 20 que je lui mettrais. Donc voilà, c'est dit, c'est dit. Pour les points globaux, c'est fait, et comme d'habitude, on va revenir sur ce qui a été fait de meilleur et de moins bon, en commençant par les arcs. Mon arc préféré, c'est un peu difficile à écrire. Je dirais, dans l'absolu, qu'il y a, allez, 5 arcs pour 3 saisons. La première saison, qui est un arc entier, c'est Anne, qui est dans ce monde-là, qui se retrouve à Wartwood, et qui doit un peu vivre, à évoluer de ça, avec quelques petites découvertes, mais le fil rouge n'évolue pas beaucoup. Dans la saison 2, il y a 2 arcs. Le premier arc, c'est l'arc, donc on est sur les routes, on découvre des tonnes de conneries. Et puis le second arc, c'est lorsqu'on arrive donc à la capitale, et qu'on va commencer à mettre en place la recherche pour alimenter le coffret qui nous renverra chez nous. Et ensuite, dans la saison 3, il y a l'arc sur Terre, piégé sur Terre de nos héros principaux, et l'arc secondaire, le second arc sur le retour à Wartwood et la lutte directe contre Andreas et le noyau. Voilà, ça fait donc 5 arcs. Et parmi ces arcs-là, je dirais que mon préféré, c'est la seconde moitié de la saison 2, de pas grand chose, parce qu'on met un peu plus en avant les enjeux, on essaye de jouer un tout petit peu dessus, même s'il y a des conneries de parenthèses qui méritent toujours, hein. De toute façon c'est pareil dans tous les arcs, il n'y a aucun arc que j'adore. Et on joue davantage, enfin, sur les 3 filles qui sont piégées à Amphibia, et pas seulement sur Anne. Même s'il faut toujours qu'on ressente la chose sur elle, mais voilà, on passe plus de temps sur Marcy, un peu plus de temps sur Sacha. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on prend le temps pour développer un peu ces personnages-là en plus d'Anne. Ce qui est un plus pas négligeable. Et même si ça va trop vite sur la fin, la résolution, j'apprécie quand même où ça va sur plusieurs points. Donc, bien, bah, c'est cet arc-là que je préfère. Celui que j'aime le moins, c'est celui qui vient juste après, la première moitié de la saison 3. Parce que c'est de la perte de temps majoritairement. On joue sur Anne et les Plantards qui se retrouvent donc piégés, retrouvés sur Terre, mais dans la capacité de retourner en Amphibia où il y a des choses importantes à régler. Et plutôt que de jouer sur cette situation, on part majoritairement, et je dis bien majoritairement, sur des grosses conneries. Regardez, ah, ces grenouilles qui découvrent le monde réel, et si on s'imagine des tonnes de conneries pour remplir ça. Et c'était la période la plus urgente à gérer en fait de cette phase de l'intrigue. Et plutôt que de traiter ça dans l'urgence, on fait passer Anne et les Plantaires pour des connards finis. Je le pense sincèrement, hein, ils sont imbuvables durant cette partie où ils découvrent le monde humain et où 80% du temps, facilement, ils en ont rien à branler du sort d'Amphibia. Ni même de la conséquence de leur retour ici, de leur inquiétude vis-à-vis de Marcy ou Sacha, ou leurs parents, leur famille. On s'en fout royalement la plupart du temps, il y a juste un petit truc rapide là-dessus. C'est
un petit peu lourd. Je vous cache pas que c'est un petit peu lourd. Et ouais, les moments où on fait progresser l'intrigue sont pas fameux, en fait. Et le seul moment que j'ai apprécié, les seuls moments que j'ai appréciés dans cette phase, bah, c'était quand on se centrait sur Amphibia. En fait, c'était les deux demi-épisodes où on s'est centré sur Amphibia. Ces deux épisodes-là, je les ai bien aimés, mais en dehors de ça, toute la partie sur Terre, ça n'a jamais volé très haut. Et c'était assez saoulant. Tout ça pour pas grand-chose, en fait, pour juste perdre du temps, en fait. Parce que même si à la fin on attaque la Terre, le peu que ça représente au bout du compte, ce qu'ils ont forgé sur Terre, c'est tellement insignifiant que au bout du compte, on s'en fout un petit peu de cet arc-là. Et c'est assez irritant, personnellement. Ah, puis il y a les parents d'Anne que je déteste pas, mais que je trouve presque artificiels, tellement ils apportent pas de réel conflit de vrais parents véritables dans cette histoire. C'est c'est un peu chiant, je vous cache pas. Donc ouais, c'est cette partie-là que j'aime le moins. Ensuite, mots sur les persos, en commençant rapidement sur les méchants très vite. Il y a plusieurs méchants secondaires rapides qui apparaissent un épisode ou deux, sur lesquels j'ai rien à dire, ils sont tous pas très impactants. Il n'y a aucun méchant que je trouve affligeant, soit. Enfin, il y en a peut-être un que je vais pointer plus tard parce que c'est pas un méchant totalement, mais on verra plus tard. Mais aucun méchant secondaire que je trouve affligeant en soi, mais ils sont pas très mémorables en fait. C'est plus des gimmicks, majoritairement pour le gag, qui passent sans plus. Alors qu'à côté, on a deux méchants principaux, c'est-à-dire Andreas et Noyau, et ils sont très bien. Voilà, Andreas aurait pu être mieux géré sur la fin pour moi par rapport à la complexité qu'on veut lui donner. Je pense que ça aurait mérité plus de temps alloué à ça. Et je suis une fin un tout petit peu différente, mais ça va. Ça va, il passe très bien, il a une bonne présence, il est cool. Et le noyau est assez imposant dans ce qu'on voit. Et c'est un petit peu le problème dans ce qu'on voit, parce que techniquement, si je fais le topo, il apparaît quoi, 4 épisodes? Enfin, je veux dire, vraiment en tant qu'antagoniste vrai, celui où il prend le contrôle de Marcy, je vais pas compter l'épisode flashback d'Andreas parce qu'on la voit à peine. L'avant-avant-dernier épisode, le demi-épisode avant le grand combat final, l'épisode combat final, et puis l'épisode épilogue où cette espèce de gros vengeur qui veut tout détruire. En gros, c'est ça. Et ça va, il passe bien dans cette phase-là, mais il aurait mérité à durer plus longtemps. Ça, c'est clair. Il y a le petit problème, quoi, mais c'est ça le souci, on leur alloue pas assez de temps, on passe plus de temps sur des pertes de temps, et c'est pas génial, vraiment pas génial. Ensuite, nous avons donc, dans les personnages, rapidement, les personnages secondaires. J'en parle vite parce que, en toute sincérité, ça fait partie de ces séries qui essayent d'appuyer une diversité dans les persos secondaires, mais qui leur donnent pas de grands moments pour briller réellement. Ou alors un délire à la con qui les fait pas aller très loin et je trouve pas que ça les élève plus loin que ça. Même s'il y en a certains dont j'aime bien la personnalité. Et je pense que ma préférée là-dedans c'est Yunnan. J'aime bien son délire, je suis le général Yunnan, où elle déclame qui elle est et ses grands faits. Et au-delà de ça, elle a un petit rôle dans l'intrigue, dans le fait que elle n'est pas prête à travailler pour quelqu'un d'aussi affreux qu'Andreas avec ce qu'il fait, ce qui est plutôt cool, donc bien, bien. Vraiment. J'ai beaucoup d'affection pour les quelques moments où elle apparaît, mais voilà le truc, quelques moments où elle apparaît, elle n'a pas un rôle très pivot dans l'histoire au bout du compte, et le peu qu'on a pu d'elle est bien, mais c'est ça le truc, le peu qu'on a pu d'elle. Mais c'est un truc que je peux dire sur tous les personnages, mais la plupart des personnages ont leurs problèmes en fait. C'est pour ça que ça a été difficile de faire ce choix-là pour moi. Il y a pas mal de personnages secondaires, notamment Howard Wood, qui me laissent vraiment de marbre, ou même qui m'irritent un tout petit peu, mais il n'y en a aucun qui m'a fait dire «Ah, je déteste ça, tellement nul, irritant à chaque fois que je le vois». Bizarrement, non. Il y a le problème, je dirais, de la gestion de ces personnages-là, et c'est pour ça que je pense que dans les personnages secondaires qui sont secondaires de soutien
que partiellement, c'est la mauvaise gestion de la rédemption. Et ouais, il y a ce petit problème-là qui se pose pour moi, notamment pour deux personnages, deux anciens antagonistes qu'on avait. Le premier étant le maire Toadstool, qui pour moi passe du gros politicien véreux irrécupérable au gars sympa qui s'est attaché à son petit village sans transition méritée en ce qui me concerne, ce qui fait que ça fait très grossier de le voir comme ça. Et dans le même ordre d'idée, je ne peux pas m'empêcher de citer Gary. Gary, un champignon qui contrôle l'esprit des gens et qu'on essaye de rendre sympa à la fin, à un certain degré. Son incorporation, son introduction dans la saison 2, c'était un film d'horreur. Et là, ça devient un mec sympa, un allié qu'on accepte. Et je peux pas. Je peux pas. Je trouve ça totalement con en fait. On le fait pas bien, on le développe pas suffisamment pour que ce soit un tant soit peu recevable. C'est ridicule. C'est le problème que j'ai avec ces personnages de soutien là. Ils sont très mal gérés dans cette approche de rédemption. C'est un petit peu le souci principal. Bien donc, les protagonistes, et pour ça je suis un petit peu obligé de faire une petite parenthèse pour définir qu'est-ce qui est vraiment un protagoniste là-dedans en fait. Parce que, évidemment, il y a Anne, c'est sûr, hein, c'est l'héroïne centrale qu'on voit tout le temps, et il y a la famille Planter, qui apparaît dans la plupart des épisodes aussi à un certain degré, qui ont beaucoup d'épisodes centrés sur eux et qui sont mis en avant de façon très poussée. Et qui d'autre? Évidemment, on serait poussé à dire qu'il y a également les deux amis d'origine, Dan, Marcy et Sacha, qui ont quand même leur petite phase de développement, leur petit moment où elles sont les héroïnes du jour. Mais au bout du compte, c'est pas si souvent que ça en fait. Et si on fait le compte, elles apparaissent pas beaucoup plus souvent qu'un certain nombre de persos secondaires avant, notamment les habitants de Wartwood qui ont beaucoup d'épisodes d'apparition et qui, peut-être même pour certains, ont un temps d'apparition peut-être plus élevé que Marcy ou Sacha. Surtout Marcy qui n'apparaît réellement que la moitié de la saison 2 quand même, faut dire ce qui est. Donc c'est difficile à jauger. Est-ce que Marcy et Sacha sont des protagonistes? Et ouais, si je pointe ça, c'est parce que c'est clair et net, si je les avais comptées en perso de soutien secondaire, elles auraient été numéro 1. C'est clair et net, hein, devant Yunnan. Même si j'aime beaucoup Yunnan, elles n'étaient pas à ce niveau-là. Mais j'ai du mal, quoi. C'est vraiment cette espèce de situation entre deux où je tiens à faire cette espèce de cas à part pour dire que, ouais, je vais les compter à moitié comme. Et je vais dire que si je dois compter ces personnages comme faisant partie des persos principaux, des protagonistes, c'est clair et net que ma préférée est Sacha. Sacha qui a une bonne évolution. J'aime beaucoup son caractère au départ, ce caractère vraiment très c'est moi la boss, c'est moi qui contrôle, je sais comment vous manipuler pour faire ce que je veux, et qui doit apprendre avec les choses graves qui se passent, à aller au-delà de ça, tout en conservant son côté boss qui sait quoi faire. J'aime beaucoup ce qu'on veut faire de ça. Le seul problème qu'il y a avec ça, c'est qu'il y a des phases de transition qui vont trop vite, parce qu'on lui alloue pas assez de temps, c'est ça le problème. Mais c'est le personnage que je préfère dans ce cadre pour moi. Avec Marcy en numéro 2, parce que j'aime beaucoup son caractère, elle est très drôle, assez fun, et elle a pas mal de cordes à son arc. On voit que c'est quand même quelqu'un de très intelligent qui se trouve dans son élément dans cet univers. Et le drame qu'on essaye de créer autour d'elle à la fin de la saison 2, qu'on essaye de filer un petit peu, j'aime bien, même si ça aurait été le mieux de le développer davantage là aussi. Et voilà, pas assez de temps alloué à ces deux personnages, je suis désolé. C'est ça le truc. Mais bon, si je les compte pas, mon personnage principal préféré, mon protagoniste préféré, c'est Anne. Voilà, le troisième larron, la troisième larronne. En dépit du fait qu'elle a beaucoup d'épisodes où elle est imbuvable, parce que, étant donné que c'est l'héroïne principale, on se centre sans arrêt sur elle, elle est prise dans énormément d'intrigues, où elle est saoulante, où elle est antipathique, avec ses délires de gamine, je veux tout faire, j'en ai rien à foutre de détruire ce que font les autres, etc.
Mais malgré tous ces problèmes-là, elle a une évolution qui est quand même sympathique dans le fait que au départ, c'est une suiveuse, quelqu'un qui a ses petits délires perso, mais qui n'a pas vraiment de but dans la vie et qui a besoin un petit peu de mûrir. Et les aventures, les expériences qu'on lui donne sont censées appuyer ça. J'appuie le côté censé parce que malheureusement, une bonne partie du temps, c'est pas le cas. Hein, c'est des grosses conneries où elle passe pour une connasse, mais on essaye quand même de mettre en place un développement que j'aime bien sur cette fille effacée, cette fille suiveuse qui a du mal avec l'autorité, avec la rigueur et qui apprend un petit peu ça dans ses aventures et dans les dangers qu'elle croise pour devenir une héroïne prête à aller loin, à se sacrifier à la fin et trouver sa voie dans un monde qui au départ l'a répugnée et qui lui a vraiment inspiré réellement à penser à son futur réel, à penser à elle-même. Donc j'aime bien ça, j'aime bien ce qu'on essaye de faire autour d'elle, même si malheureusement elle reste trop grossière à de nombreux moments. Hein. Et qu'on soit bien d'accord, comme je l'ai dit, j'apprécie le concept, les ambitions derrière, c'est juste l'exécution qui à plusieurs moments est irritante. Néanmoins, il reste donc plus que les plantards pour le concours de qui est le plus mauvais. Et la compétition monte assez haut à ce niveau-là parce que j'ai beaucoup de mal à les blairer. Mais en toute sincérité, je pense que si je fais le tour, c'est facile de voir qui j'aime le moins parmi ces trois-là. Parce que au moins Hop Hop et Sprig ont quelques moments de sagesse, de sérieux, de relation avec Anne qui ont un poids, un sérieux qui a une valeur en fait. Et Polly, ben non. Sincèrement, les rares fois qu'on essaye de montrer le lien entre Polly et Anne, c'était jamais fait de façon fine. Et elle passe la plupart de son temps à être un personnage comique. Un personnage comique qui me plaisait bien au début parce qu'elle était un peu sarcastique, un peu plus sage que son frère, en disant « Fais gaffe, je te vois venir avec tes conneries, tout ça, tout ça. » Mais plus ça avançait, plus les scénaristes se sont dit « En fait, c'est elle qui va faire le plus de conneries. » C'est elle qui va vouloir faire le bordel, c'est elle qui va vouloir à tout prix s'immiscer dans ci et ça, et qui va détruire énormément de machins. Et c'est particulièrement saoulant parce que j'ai vraiment eu l'impression d'assister à une régression constante du personnage. Personnage que je trouvais sympathique au début et qui est devenu de plus en plus saoulant, de plus en plus irresponsable, de plus en plus immature, de plus en plus énervant. D'autant plus que plus ça avançait, moins on savait quoi faire d'elle. On lui donnait un rôle un tout petit peu important par rapport à Frobo qui jouait un tout petit peu dans certains trucs, mais sinon rien du tout quoi. Elle était juste là pour faire son délire. Alors que Hop Hop et Sprig essayaient de temps en temps de jouer un rôle eux. Ce qui fait qu'ils s'en sortent un tout petit peu mieux qu'elle à mes yeux et que c'est facilement la plus frustrante, la plus énervante des personnages de cette série. Néanmoins, le moment que vous attendez tous, j'imagine, c'est quels sont les épisodes que je préfère et ceux que j'aime le moins. Et on commence par le positif qui n'a pas été très long à lister. Il n'y a pas eu des masses d'épisodes qui m'ont marqué par leur grande qualité. Même s'il y en a eu quelques-uns qui étaient assez solides et pas loin quand même du pouce levé. Pour moi, d'un épisode un peu excellent, mais il n'y en a eu qu'un seul qui a atteint un tout petit peu, le reste c'était pas trop loin. Et on va parler des deux épisodes que j'ai le plus aimé après ça, c'est-à-dire pour commencer le numéro 3, le marteau de Barrel, épisode de la saison 2, où on se centre particulièrement sur Sacha, dans le moment le plus fort autour du personnage. Vraiment, Sacha qui continue un petit peu avec Grime, l'ami qu'elle s'est forgé, son dessein de monter en puissance contre les pouvoirs en place et ce que son comportement va lui amener en moins en fait. Elle essaiera de plaider sa cause avec Grime auprès des crapauds, des responsables crapauds en règle générale, et ira beaucoup trop loin pour les quelques alliés qu'elle a depuis le début dans son désir vraiment de recherche de grandeur. Ce qui fait qu'ils se sentiront vraiment lésés par ce côté faites ce que je dis, rassurez-vous, et finiront par se barrer. Alors qu'elle réussira malgré tout à aller loin dans un moment d'action assez intense, parce que vraiment c'est un combat contre une créature géante qui est quand même bien fait. Hein. Il y a quelques moments d'action qui sont cool. J'aurais peut-être dû citer ça dans les points positifs. Il y a quelques passages où l'action est super bien faite.
Malheureusement, c'est vraiment des passages un petit peu pris comme ça, quoi. Je citerai quoi? 4 épisodes où l'action est vraiment impactante, mais c'est mieux que rien, hein. Et dans cet épisode, ça fait partie de ça. Et ouais, très bien fichu à ce niveau-là. C'est un moment très fort pour appuyer la mentalité du personnage et ce que ça lui coûte en fait. Et à plusieurs moments, c'est bien rendu et j'ai jamais l'impression que c'est grossièrement amené ou que l'humour gâche quoi que ce soit. C'est un des rares épisodes où l'humour n'est pas du tout gênant et je tiens à l'appuyer, tout comme pour le numéro 2, Olivia et Yunnan. La saison 3 a quand même son lot de pics bien rendus et celui-là en fait partie. On a donc ces deux personnages, ces deux tritons qui ne veulent pas du régime vraiment totalitaire que Andrias met en place et qui essayent un petit peu de s'en sortir dans cette espèce de découverte du château pour essayer d'aller sauver Marcy, celle qui pourrait peut-être représenter le cerveau contre lequel Andrias aurait du mal, mais sans y arriver, avec donc cette espèce de recherche ensemble, cette façon de montrer leur capacité l'une l'autre, un peu rapide, c'est clair et net que c'est un épisode qui aurait gagné à être plus long que ça, mais dans les 11 minutes qu'on nous a donné, c'était plutôt bien fichu et assez prenant. Le seul problème avec cet épisode et le précédent, c'est juste la durée trop courte pour vraiment donner plus de poids à ça. Mais c'était vraiment suffisant pour rendre les personnages et le suspense attachants. Et la résolution de fin prend un petit peu aux tripes, on va pas se le cacher. Et enfin, numéro 1, sans trop de surprise pour ceux qui ont suivi ces réacs, à fond! L'avant-dernier épisode de la série, très bien foutu en termes de mise en scène, de combat, d'enjeux graves, et la thématique centrale sur le fait d'accepter le changement, que le changement arrive quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou pas, et qu'il faut savoir vraiment faire avec et jouer au mieux dessus, c'est assez fort, c'est un thème vraiment bien filé tout au long de l'épisode, un épisode particulièrement riche et généreux puisqu'il dure 45 minutes. Ça le met un petit peu à part, ça, et en dépit de quelques petites grossièretés d'écriture que j'ai pointées, notamment cette espèce de continuité rétroactive, c'est ces trucs qu'on nous balance comme ça à la dernière minute, qui sont pas des masses nombreux, mais qui sont quand même un peu présents là, ça reste assez fort à de nombreux moments, et ce moment d'affirmation en particulier de Anne et Sacha, c'est vraiment impactant, ça vous prend aux tripes à un niveau assez fort, et en toute sincérité, c'était presque suffisant pour faire un final. Bon, on en a eu un autre après, et c'était important de montrer un épilogue, mais vraiment, c'est un combat final qui a beaucoup plus de valeur que ce qu'on a eu après pour moi, et c'était vraiment une façon de terminer en fanfare une grande partie de la menace qu'on a mise en place. J'aurais pas été contre qu'on suive ça un petit peu mieux après, mais c'était pas non plus mal fichu après. Et c'était le pic de qualité sans trop de problèmes pour moi de la série. On va poursuivre après ça avec le moins bon. Et là, j'avais du choix. Bon, je vais pas tricher comme la dernière fois avec Star Butterfly en faisant une catégorie épisode à la Bob l'éponge, parce que c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Disons qu'il y a des épisodes qui sont très similaires à ça, mais c'est pas tout à fait à ce niveau-là pour moi. Mais il y a quand même pas mal d'épisodes qui m'ont irrité, et j'ai pas pu me résoudre à ne pas au moins citer ceux que j'ai laissés à part. Donc un petit encart rapide sur le top 8. Voilà, ça c'est fait, et ces épisodes sont vraiment pas tombés loin de tomber dans le flop 3. Ce serait tombé dans le flop 3 de pas mal de séries, mais ils ont été battus de peu par 3 autres, que je vais essayer de résumer très vite parce que j'ai pas envie de m'énerver plus que ça. Ça ira. On va commencer en numéro 3 par Hope Populaire. Un épisode qui mérite énormément parce que ça appuie le côté complètement absurde de cet univers qui n'a aucune règle précise, avec des élections qui partent sur des règles qui n'ont aucun sens, c'est ridicule, autour de Hop Pop et le maire toujours présent, où il essaye de faire valoir la voie juste pour la ville, mais au bout du compte ça va nulle part parce qu'on a inventé une règle à la con, qu'on a sorti de notre cul pour faire que Hop Pop puisse pas être maire, et qu'au bout du compte ça ne signifie que dalle, tout ça. C'est pour moi la quintessence de la perte de temps ce truc, et c'est particulièrement irritant, c'est pour ça que je le compte dans le top 3. En numéro 2, nous avons Réparer Frobo de la saison 3. L'épisode où Polly est le plus irritante au monde.
parce qu'elle est à fond dans son délire. Je veux réparer Frobo, j'en ai rien à foutre des dégâts que je provoque. Et c'est pas juste des dégâts matériels, elle manque de tuer quelqu'un et on traite ça à la blague. Merde! Voilà, elle fait son gros délire autour de Frobo qu'elle veut réparer parce qu'elle a noué un lien super fort avec lui, qu'on montre à peine, putain. C'est un truc qu'on montre de temps en temps histoire de dire « Ah ouais, vous vous souvenez, ça existe, ça !» Mais c'est tellement peu appuyé, cette merde. Et l'introduction de la chose, l'épisode d'introduction de Frobo était assez nul en soi déjà. Donc, ouais, le côté lien émotif, lien émotionnel n'a aucune valeur de base. Et surtout, on fait n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi, elle va dans des gros délires. Ça repose sur des tonnes de conneries qui n'ont aucun sens. Où elle devient tout d'un coup super forte du jour au lendemain en construction. Elle est super douée pour construire de la mécanique, alors que ça sortait de nulle part, hein. Elle n'avait pas ça avant, hein. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est juste Polly qui devient un personnage cheaté quand ça arrange le scénario, et un personnage détestable qui ne pense pas aux conséquences de ses actes, et dont on se fout royalement des conséquences, parce que de toute façon, tout va bien pour elle, et il n'y a pas eu de casse, alors qu'elle aurait facilement pu détruire le monde, là. Enfin, j'exagère un petit peu, mais elle aurait facilement pu tuer des gens dans son délire. Et elle s'en fout, la série s'en fout. Mais c'est largement pire à cet égard-là dans l'épisode Retour à Wartwood de la saison 2, qui est celui que je déteste le plus. Parce que on essaye d'appuyer un moment un petit peu important. Nos personnages centraux sont partis de Wartwood pendant une douzaine d'épisodes, ils retrouvent enfin les leurs, et plutôt que d'appuyer des retrouvailles calmes, simples, un truc un petit peu chaleureux qui pourrait faire en sorte que on soit pris de nostalgie dans la relation qu'on a nouée avec ces gens-là, on part sur un gros délire à la con, où il y a Hop, Pop et Polly qui se disent « Ah merde, on a oublié de rapporter les trucs qu'ils nous ont demandé », et plutôt que dire « Excusez-nous, on a oublié », ils se disent « Tiens, on va invoquer une créature qui bouffe des cadeaux pour leur faire croire que oui, on a bien acheté vos cadeaux, rassurez-vous, c'est juste qu'il n'y a pas de chance, il y a ce monstre qui sort de nulle part et qui les bouffe. » Ah là, c'est pas de veine. Et le truc avec ça, c'est qu'ils font pas plus de recherches que ça et qu'ils se rendent pas compte que ce truc peut être dangereux. Ils manquent de buter tous les habitants de Wartwood. Donc voilà, ils se repentent en s'en débarrassant dans un geste héroïque, mais c'est eux qui ont foutu la merde. C'est eux qui ont été des connards finis, qui ont risqué la vie de tout le monde juste pour pas perdre la face. Ce sont des connards finis. Et lorsque Wartwood apprend ça à la fin, ils se disent « Oh, c'est bien vous, vous nous avez manqué. Allez vous faire foutre. Je suis désolé, allez vous faire foutre. C'est de la merde pour moi. » Ce truc cimente totalement le problème que j'ai avec le ton global de cette série, qui sait être irritant comme pas possible à de nombreux moments, et surtout qui rend aux personnages centraux ultra antipathiques. Des gens font ça. En vrai, on ne devrait pas leur dire « Ah, c'est bien vous, ça, c'est pas grave, on passe à la suite. » Ils devraient dire « Ok, allez vous faire foutre. Nous parlez plus, on a besoin de réfléchir si oui ou non on veut encore être votre pote. » Mais non, non, pas ça. Parce que c'est un gag. C'est un gros délire à la con qui est là juste pour remplir Histoire 2. Qui signifie que dalle au bout du compte. Mais c'est ça le problème. Vous essayez de filer une histoire sérieuse, avec des relations importantes entre les personnages. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de partir dans des délires comme ça, juste pour le lol. Ça ne passe pas. Vraiment pas. Et je pense que c'est l'épisode qui appuie le plus mon problème avec le ton global et la façon de désamorcer ce que veut faire cette série en termes d'enjeux. C'est ultra frustrant et irritant. Et peu de séries sont tombées à ce point si bas pour me faire détester les personnages centraux. Même si dans ce cas précis, et c'est pour ça que Anne est ma préférée, ça touche surtout la famille Plantard. Elle est un peu à part, elle se dit c'est une mauvaise idée. Donc au moins je peux lui allouer ça à elle. Mais bon, ça suffit pas à soulever cet épisode plus loin que ça. Il est nul à chier et je pense le pire de la série pour moi. Voilà.
J'ose espérer que cette vidéo bilan vous aura plu, merci de l'avoir suivi, merci à ceux qui ont suivi la réac un petit peu en détail et qui ont donné leur avis au fur et à mesure. Ça a été un plaisir de suivre une partie de vos avis et n'hésitez pas à partager en commentaire sous cette vidéo ce qui vous a le plus marqué dans cette série, vos top 3, flop 3, etc. comme vous le souhaitez. Merci d'être aussi nombreux. On se revoit d'ici un certain temps pour je ne sais quelle série. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce qu'il y aura comme réac à suivre, mais on se verra dans pas très longtemps pour la suite des réacs sur les films Scooby-Doo. A bientôt, bye!